Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce grand débat autour de l'idéologie du genre. Je vous propose deux invités ce soir. Tout d'abord, Farida Belgoul, la présidente du jour de retrait de l'école. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Alain Escada, qui est le président de l'Institut Civitas. Merci aussi à vous d'être là. Et puis nous accueillerons dans une seconde partie d'émission Anne-Laure Blanc, spécialiste du livre de jeunesse. Elle aura à nous expliquer comment présente-t-on cette théorie du genre à nos enfants? Est-ce qu'il y a des livres pour expliquer, voire pour riposter? Ce sera en seconde partie d'émission. Madame, Monsieur, vous avez quand même remporté quelques victoires. La première, c'est qu'on nous avait expliqué que la théorie du genre, l'idéologie du genre, c'était une vue de l'esprit. Aujourd'hui, eh bien, on a eu la confirmation que c'était bel et bien une réalité. Ça, c'est quand même une victoire que vous avez remportée. Farida Belgoul, est-ce que vous considérez que c'est pour vous une victoire? Ah, tout à fait. Parce que vous savez, nous avons affaire à une procédure tout à fait perverse menée par des pervers. Et ce qui peut vaincre le pervers, c'est la lumière, la vérité. Dès lors qu'on a pu dire en France que cette théorie du genre était bien introduite sournoisement à l'école, on a déjà réussi à atteindre la première étape. C'est-à-dire, on est au bout de la première étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on en parle. Et on en parle bien ou on en parle mal, mais on en parle. Et puis, d'autre part, je pense quand même que ce qui était important, c'est de démontrer aux Français que les hommes politiques sont des menteurs. Par cette entreprise de démontage, de décryptage de l'idéologie du genre, nous avons démontré que les membres du gouvernement sont capables de mentir avec un aplomb extraordinaire. Vallaud-Belkacem l'a démontré de façon lamentable. Alors, l'idée générale qui prévaut dans cette idéologie du genre ou de cette théorie, c'est que l'identité sexuelle est le résultat d'une construction sociale et elle n'est pas conditionnée par le sexe biologique. Et ça, vous avez réussi à contrebattre cette idée, non pas dans l'opinion, parce que je pense que personne n'y a jamais songé, mais c'est quand même une idée qui, depuis les années 50, est née aux États-Unis et a quand même fait florès. Absolument. Elle est partie de gens qui sont des malades mentaux. Je ne vois pas d'autres caractéristiques pour les désigner, comme Kinsey ou le docteur Kinsey, prétendu docteur, ou le docteur aussi prétendu docteur Monet, qui sont des gens qui, la plupart de leur existence, ont fait des expériences sur des enfants, se saisissant d'eux comme cobayes sexuels, pour aboutir à des conclusions évidemment complètement bidonnées et erronées, et durant lesquelles ces expériences ont fait souffrir physiquement et psychologiquement des gosses. Je renvoie là-dessus aux recherches qu'on peut faire sur Kinsey et Monet sur Internet. C'est tout à fait accablant, accablant. Même point de vue? Absolument. Ce sont des gens qui, effectivement, sont des pervers, sont des vicieux, mais avec la particularité que ces gens sont soutenus par les organismes internationaux comme l'ONU, l'UNESCO, le Parlement européen, le Conseil européen, et c'est ça qui est inquiétant. C'est que cette problématique, elle est aujourd'hui internationale. Il faut bien avoir conscience qu'il ne s'agit pas du tout d'une invention du gouvernement socialiste. C'était présenté en France avant que le Parti socialiste ne soit au pouvoir, et c'est surtout téléguidé par des officines internationales. Alors, quel est le but? Quel est le but de ces officines? Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que c'est... Vous voulez mon avis là-dessus? Oui. Je vais vous le dire franchement. On dit que le but de ces gens est de changer de civilisation. Moi, je ne crois pas cela. Je crois que le but, c'est de détruire la civilisation. Je crois qu'on en est arrivé là. Et c'est pour ça que dans le cadre des JRE, moi, j'appelle à la convergence dont on parle actuellement beaucoup. Mal ou bien, encore une fois, on en reparlera, mais je veux dire que le but, c'est la destruction de l'humanité. Déconstruire les stéréotypes, en vérité, ça veut dire détruire l'homme. Alors, ça peut paraître excessif comme propos, mais il suffit tout simplement de se rendre compte que la différenciation sexuelle, c'est ce qui a fondé notre humanité. C'est à partir de là que la multiplicité des hommes, des différents peuples, est née, a vu le jour, s'est opposée les unes aux autres peut-être, mais c'est cette multiplicité humaine-là qui fait l'humanité. Dans sa diversité, sans doute. Dès lors qu'on veut toucher à cette différenciation sexuelle, on touche au dernier précaré qui nous restait pour exister réellement et conduire des générations futures, avec la transmission qu'il se doit, vers un avenir qui aujourd'hui est complètement bouché par l'introduction de l'idéologie du genre dans les institutions mondiales. Alain Escada, Alain de Benoît a écrit non à la théorie du genre. Si je vous cite Alain de Benoît, ça ne vous gêne pas? Écoutez, si cet auteur païen peut rejoindre la convergence contre l'idéologie du genre, pourquoi pas? Alors, lui, en conclusion de cet ouvrage qui est remarquable, il dit « Un rêve d'indistinction, c'est un rêve de mort ». Est-ce que ça, vous partagez ce point de vue?
il est clair que nous aboutissons à une culture mortifère. Ce plan d'idéologie du genre, c'est un plan qui veut détruire la création, qui veut libérer toutes les perversions humaines. L'aboutissement de cela, c'est effectivement une culture de mort. C'est une culture dans laquelle la pédophilie, la zoophilie, l'inceste auront pignon sur rue, seront considérés comme des options parmi d'autres. Non, il n'exagère pas. Il n'exagère pas du tout. Pas du tout. Le travail que nous avons fourni, aussi bien M. Escada que moi que d'autres, parce que nous ne sommes pas les seuls ici en France et dans le monde entier à avoir étudié la question de l'idéologie du genre et de ses conséquences sur la civilisation, l'humanité, en partant des enfants en ce qui concerne l'école. Nous n'exagérons pas du tout. Moi, j'invite tout le monde à faire les recherches qui s'imposent. On ne recherche pas le fait qu'on nous croit sur parole. Je crois que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, M. Escada. Que les gens prennent leurs responsabilités de papa, de maman, d'enseignants, d'élus, et s'informent et fassent les démarches que nous avons fait nous-mêmes en tant qu'adultes responsables, pères de famille, futurs mamans, etc. Que les gens prennent leur vie en main. C'est bien joli de voter. Ça veut dire de se débarrasser de toutes les questions qui concernent la famille, l'école, la société. Aujourd'hui, justement, l'idéologie du genre, c'est une chance pour la France, tiens, c'est une chance. C'est-à-dire qu'en effet, cette idéologie du genre, elle nous impose de reprendre le contrôle de notre vie, de refaire en sorte que nous soyons les acteurs de notre existence et partons à la recherche de la vérité. Allons jusqu'en Chine pour trouver la vérité. Et il faut rappeler aux gens qui parlent d'idéologie du genre que Mme Nayat Vallaud-Belkacem n'a rien inventé. Elle s'est simplement mise en héritière de gens comme Judith Butler ou Monique Wittig qui ont publié des manifestes concernant l'idéologie du genre, manifestes qui sont très précis quant au fait que cette idéologie du genre doit mener à la liberté totale en matière sexuelle. Et la liberté totale en matière sexuelle, dans leur optique, c'est bien de libérer toutes les perversions humaines. C'est bien de laisser penser que tout se vaut, que l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pédophilie, l'inceste, la zoophilie, tout ça ne serait que des options parmi d'autres. Est-ce que c'est la société que nous voulons? Certainement pas. Bon, alors vous avez quand même gagné maintenant, parce que la gauche replie ses Gaules, c'est un repli stratégique en campagne, on a enlevé tout ce qui était théorie du genre sur les sites internet, donc ça y est, bon, c'est bon, vous avez gagné, donc on peut passer peut-être à autre chose. On n'est certainement pas ici dans le cadre d'une victoire qui nous permettent de retourner à nos occupations habituelles. Non, la théorie du genre, elle est toujours, en ce moment même, enseignée dans les établissements scolaires à travers des programmes liés à l'égalité. Or, il n'est pas question... Non, mais vous avez combattu Ligne Azur, par exemple, le site Ligne Azur, bon ben voilà, il a été nettoyé. Non, mais la Ligne Azur a changé de nom, c'est un peu comme le ministère de l'Instruction... Mais qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Laissez-moi finir. On est passé, dans les années 30, du ministère de l'Instruction publique au ministère de l'Éducation nationale. Personne n'y a vu, enfin tout le monde n'y a vu que du feu, pardon, plutôt. Et en fait, on est en train d'aggraver les choses. Le fait que la bête se replie et guette sa proie et entend la prendre sur un flanc différent du premier qu'elle a d'abord adopté n'est pas une victoire. C'est une victoire dans le sens que nous avons créé une résistance, nous sommes aujourd'hui mobilisés, on est en face d'eux, on les regarde bien, on a mis la lumière sur leur projet, mais la mobilisation doit absolument continuer jusqu'à ce que je propose dans le cadre des JRE, c'est l'interdiction pure et simple de cette idéologie, en tout cas déjà dans l'école. Si elle est interdite à l'école et dans les programmes où elle est présente de manière sournoise, cachée, du mot égalité, ils sont passés au mot équité, figurez-vous maintenant, pour que sans cesse la confusion demeure dans l'esprit des familles. C'est nous qui dirons, avec nos avocats, qu'effectivement la théorie du genre est bien sortie de l'école. Et tant que nous ne l'avons pas dit, elle y est toujours. Absolument. Il faut être conscient que l'ennemi avance masqué, qu'il peut revêtir différentes formes, mais il n'est absolument pas question dans leur chef de faire marche arrière. Simplement, ils essayent de démotiver les Français, de démotiver les parents, et il est de notre devoir, à Farida et moi, de maintenir la mobilisation et sans cesse d'alarmer de plus en plus de parents pour qu'ils prennent conscience que de leurs enfants, on est occupé à faire des Kobe. Alors, quand dites Farida et moi, c'est vraiment l'idée d'une convergence. Alors une convergence, on va faire simple, entre catholiques et musulmans, avec beaucoup d'autres personnalités. Vous avez mené déjà une première conférence et des premières actions. Est-ce que ça va voir le jour ou est-ce que c'était seulement le temps d'une conférence de presse? C'est en cours, c'est-à-dire que d'ores et déjà nous sommes dans cette convergence.
Moi, je l'appelle depuis longtemps, cette convergence. On ne l'a pas su parce que j'étais blacklistée à l'époque. Mais en novembre 1989, lorsque j'étais secrétaire général de Radio Beurre, je ne l'ai pas été longtemps parce qu'on m'a vite combattu. J'ai préconisé, lors de mon départ et de ma démission, que justement, le dialogue islamo-chrétien trouve tribune à Radio Beurre, qu'il n'a pas trouvé. Mais le fait que je milite pour cette convergence-là, dans ma vie, c'est vieux déjà de 30 ans. J'ai d'abord, après la marche des beurs, à laquelle je n'ai pas participé, contrairement à ce que tout le monde croit, proposé et lancé cette initiative qui s'appelait Convergence 1984, en 1984 en effet. Et je me retrouve aujourd'hui dans une convergence avec les catholiques, mais pas uniquement, j'appelle aussi les juifs, les protestants, et voire les athées, lorsque les athées veulent nous rejoindre, parce que je reconnais quand même une chose que je déplore, c'est que les athées sont plus sensibles à l'idéologie mortifère de l'idéologie du genre. J'en tiens compte. On me dit, oui, c'est un mouvement de religieux, d'intégristes, mais je refais avec ce qu'il y a sur le terrain de mobiliser. Je suis une maman, je suis une enseignante et je suis une militante depuis longtemps. Et face à ce danger-là qui est gravissime pour les enfants, et au travers de ce danger pour les enfants, pour l'humanité tout entière, il faut bien comprendre que c'est l'humanité, le sort de l'humanité qui est en jeu, même si on donne l'impression d'exagérer quand on le dit. Il s'agit effectivement du sort du monde qui est actuellement dans les mains des familles. Est-ce que le peuple, en France et ailleurs, mais nous sommes en France, va prendre en charge ce combat, gagner, et à partir de la France, comme je le dis souvent, emporter les victoires qui vont aider le monde entier à nous rejoindre, parce que la France est un modèle. La France est un pays qu'on suit encore, malgré le fait qu'on a tenté de détruire cette capacité qu'a la France d'entraîner vers les bons principes l'humanité tout entière. Aujourd'hui, moi, en tant que musulmane, je me reconnais entièrement dans la France des principes. Alors vous allez me dire lesquels? Ben, discutons-en, pourquoi pas, en effet. Il y a un premier principe, par exemple, c'est le fait de retirer des enfants de l'école. C'est pas un principe, contre ça, monsieur. Moi, des lois de la République. Écoutez, vous avez fait ce choix-là, c'est un choix qui est audacieux. Il ne s'agit pas de principe qui concerne on vous oppose les principes de la République, vous êtes bien d'accord avec moi, il faut bien trouver des principes. On dit que les principes sont ceux de la République. Non, les principes, je vais vous dire ce que c'est l'égalité, c'est l'équilibre, la justice, la bonté, la charité, l'harmonie, la paix, la justice. C'est ça les principes, on pourrait en dresser une liste exhaustive. Le fait d'envoyer ces enfants dans une école qui veut les détruire ne constitue pas un principe. C'est le reproche que vous fait Manuel Valls, par exemple, ou d'autres. Mais qui est Manuel Valls aujourd'hui? Je pense que je n'ai pas besoin d'en dresser le portrait. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, avec ses pairs, est en train de mener une politique en France qui détruit la France. Tout simplement. Et Alain Escada, vous entendez-vous aussi la petite musique qui dit, bon ben voilà, c'est le rassemblement des catholiques de tradition, qui sont traditionnalistes, qui sont intégristes, qui sont donc extrémistes, avec les musulmans qui sont donc je connais ce discours. Je vous ai fait bien sûr, la liste des déistes. D'abord, je tiens à préciser, je l'ai déjà fait lors de la conférence de presse que nous avons tenue avec Farida Belgoul, qu'on a relaté ici, que vous avez relaté, et je vous en remercie. Je tiens à répéter qu'il ne s'agit pas d'un front des intégrismes, il ne s'agit pas de faire de l'œcuménisme, il ne s'agit pas de faire du syncrétisme religieux. Il s'agit que des gens de bonne volonté convergent dans une même action pour la défense des enfants. Si nous laissons les enfants, les âmes innocentes de nos enfants être souillées par des pervers qui aujourd'hui occupent les hautes fonctions de l'État, eh bien, je pense que devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Et il n'y a pas ici pour autant d'abandon de nos principes. En tant que catholique traditionnaliste, je ne fais aucune concession quant à ma doctrine ou à ma religion. Moi, j'ai cru comprendre que Civitas, c'était plutôt l'islam n'est pas compatible avec la France. Et vous considérez que ce combat-là, avec des musulmans, c'est compatible? Je parle de politique, et en l'occurrence, ici, il y a une réalité. Les musulmans des familles musulmanes, aujourd'hui, sont en France. Aujourd'hui, à cette heure, il y a des dizaines de milliers de familles musulmanes qui sont ici. Il faut en tenir compte pour qu'il soit possible que ces familles, un, défendent leurs enfants, c'est du droit naturel de ces familles, deux, que dans une saine convergence, eh bien, compte tenu qu'elles sont ici, elles œuvrent aussi au bien commun. Et Farida Belgoul, vous ne considérez pas non plus que cette convergence, ça pourrait être en fait la confusion des genres, si vous me permettez l'expression?
Des genres. Vous parlez encore de syncrétisme, de prosélytisme réciproque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pendant des années, on a tout fait. On a tout fait, mais je vous y réponds. D'accord. Pendant des années, depuis 30 ans ce qui me concerne, on a tout fait pour que je ne rencontre pas Alain Escada. J'ignorais même son existence. Pensez-vous que c'est normal que nous soyons dans la même société sans nous connaître et sans nous confronter les uns aux autres? C'est vraiment de l'ordre de la nécessité aujourd'hui de franchir des obstacles qu'on nous a imposés, dont on ignorait même l'existence. Ce sont des obstacles dont j'avais même pas idée qu'ils étaient sur le territoire. Moi, figurez-vous que les catholiques, pour moi, c'était des gens comme Christian Delorme, qui n'avait de chrétien qui était à la marche des beurs, lui, c'est ça? Oui, qui n'avait de chrétien que sa volonté de nous entraîner par une pseudo-charité, parce que celle-ci était fausse, vers les filets du Parti socialiste. Voilà l'image que j'avais du christianisme, moi, lorsque j'avais 20 ans et 25 ans. Je n'avais pas idée qu'il y avait des chrétiens, voilà, des chrétiens, pas crétins, voilà, puisqu'effectivement, Christian Delorme était un crétin, fichu chrétien, qui nous a entraînés pendant très longtemps, nous les enfants de l'immigration de la deuxième génération, vers les ornières où nous sommes tous tombés et où nous sommes devenus des proies pour le rap et maintenant pour l'idéologie du genre. Et quand je dis le rap et l'idéologie du genre, j'ai oublié aussi de parler de l'illettrisme, où là encore, grâce à des gens qui sont de très très bonne volonté œcuménique, ce qui n'est pas le cas de M. Escada, et c'est ce que je respecte en lui, c'est que quand j'ai en face de moi Escada, j'ai en face de moi un homme debout qui tient sur ses positions et qui m'affronte là où nous ne sommes pas d'accord, et encore qu'on n'a pas le temps en ce moment d'en parler, des points de divergence, je vous dirai franchement. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, nous n'avons pas le temps parce que nous sommes mobilisés, lui et moi, sur le pont pour sauver les enfants. Et pour sauver les enfants, c'est un travail qui, aujourd'hui, se trouve confronté à la trahison des clercs, aussi bien du côté des musulmans que du côté des chrétiens. Alors quand moi, j'ai en face de moi un catho, pour parler comme on parle maintenant dans la société moderne, quand j'ai en face de moi un catho qui, à mes côtés, parce que je suis diabolisé autant que lui, me dit finalement, on a en commun cette convergence, et notre but, effectivement, il est commun devant Dieu, parce que lui et moi, on se réfère à Dieu, alors que Christian Delorme, il se réfère au Parti socialiste. Je veux dire qu'il y a une différence considérable. Pardon ? Il a bien fait de venir, c'est sa fête. Il se référait au Parti socialiste. Je l'appelais mon père, ce curé-là, et il me répondait « Je m'appelle Christian » ou « Appelle-moi Christian ». Je voudrais ajouter aussi qu'on ne fait pas du tout pour autant le déni de nos différences, voire de nos antagonismes. Simplement, aujourd'hui, il y a une bataille à mener et nous sommes suffisamment intelligents pour la mener de front contre un adversaire commun. Mais quand on ouvre la convergence, on a des exigences après. Si un jour on vous dit, et on va vous le dire, on va dire, mais Farida Belgoul, d'accord, on a une convergence sur ce point-là, mais par exemple sur la liberté religieuse dans le monde musulman, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez-moi, si je vous fais une déclaration tout de suite, ça ne changera pas la question dans le monde. Pensez-vous que mais sur la liberté... Moi, je viens d'un pays... une exigence. Mais je comprends que c'est une... Moi, je viens d'un pays où j'ai passé 3 ans, qui est l'Égypte. Je suis dans un quartier où chrétiens et musulmans vivent ensemble. Lorsque mon pharmacien musulman me parle avec moi, il me dit « C'est pas vrai, chrétiens et musulmans en Égypte, nous sommes comme ça. Nous sommes les trames du même tissu de ce pays-là. C'est la politique qui nous a conduits, les uns et les autres, à nous jeter les uns sur les autres. » Et c'est là où, effectivement, en France, on peut se poser aussi les questions de la même façon. Est-ce que nous avons des principes communs? Lesquels, à partir desquels, en effet, on peut construire, notamment, un mouvement qui puisse sauver les enfants de l'idéologie du genre? Est-ce qu'il y a de différents? Ben, c'est différent. Est-ce que la différence conduit à la guerre? On a connu des époques où des empires entiers arrivaient à gérer des secteurs différents de leur empire sans que pour autant les gens entrent en guerre civile. C'est ce que je souhaite. Moi, je déplore que des musulmans dans le monde puissent s'attaquer à des chrétiens, et je déplore qu'en France, des chrétiens viennent me dire qu'il n'est pas question de faire l'alliance avec des catholiques comme Escada. Quand un téléspectateur TV Liberté nous écrit en disant « En fait, vous avez trouvé en Farida Belgoul la possibilité de vous exprimer parce que, en gros, quand les professeurs sont avec les élèves, les professeurs, ils ont peur des musulmans, des parents musulmans, alors que quand ils ont des parents cathos, c'est les parents cathos qui ont peur des profs. Est-ce que vous avez besoin de Farida Belgoul pour enclencher ce combat? Vous savez, je vais répondre d'une façon... c'est une question difficile. Je vais répondre d'une façon détournée. Aujourd'hui, il y a des milieux laïcistes en France qui voient d'un très mauvais œil cette convergence.
Et ces milieux laïcistes, aujourd'hui, peuvent avoir également pignon sur rue dans ce que l'on considère être la droite nationale. Quand j'entends des mouvements comme Riposte laïque ou Résistance républicaine prendre fait et cause contre cette convergence, je sais aussi que, d'une certaine façon, ces gens-là sont sans cesse dans le double langage. Parce qu'il faut quand même rappeler que si l'immigration elle a le poids qu'elle a aujourd'hui en France, c'est parce que cette République laïque a voulu tout cela. Si la France avait été catholique, est-ce qu'elle aurait été chercher de la main-d'œuvre étrangère à un moment où du grand patronat apatride voulait avant tout faire des gros bénéfices ? Si la France avait été catholique, elle n'aurait pas choisi cette voie-là. Mais cette République laïque, qui est toujours pieds et poings liés à ce patronat apatride, eh bien oui, ces milieux laïcistes-là, qui sont aussi à coquiner avec les francs-maçons, eux, ils sont responsables de cette immigration. Et je vais essayer de leur donner la parole à travers moi, alors. Comme ils sont mis en cause, ils ne sont pas dans le débat, on va essayer de les évoquer. J'ai Elisabeth Lalsar, par exemple, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « Pas de voile pour Marianne ». Bon, eh bien, elle dit, elle, que quand elle a vu la manif pour tous avec des musulmans qui avaient une banderole écrite en français et en arabe, elle a été choquée, indignée. Elle écrit dans Boulevard Voltaire, elle dit « Quand je vois des chrétiens français suffisamment candides pour laisser des musulmans prendre la tête d'une manifestation, je l'avoue, mon inquiétude est grande ». Est-ce que vous comprenez cette inquiétude au moins ? Non, moi je comprends très bien, à la condition qu'on soit honnête complètement et qu'elle s'étonne et qu'elle réprouve toutes les inscriptions anglaises qui traînent partout dans le pays en permanence et qui n'ont comme objectif que de vendre des cochonneries. Donc, lorsqu'elle se battra en effet pour que la langue anglaise disparaisse de ce pays comme slogan dégénérant les populations et les jeunes, si tant est qu'elle puisse avoir ce courage-là, eh bien je saluerai effectivement les réserves qu'elle a sur une phrase en arabe qui est apparue sur une banderole. Ceci étant, il faut aussi faire preuve d'une double intelligence quand on n'est pas capable d'en faire preuve la moitié comme elle vient de le manifester elle-même, c'est qu'il faut savoir ce que dit cette phrase en arabe. Si on est dans une situation aujourd'hui où on entend mobiliser le plus grand nombre face à une oligarchie impitoyable, implacable, forte de ressources considérables. Il faut bien que tout le monde comprenne. Donc, il n'a pas été question, j'imagine, je n'ai pas vu cette banderole dans cette phrase écrite en arabe, que d'exprimer autre chose qu'un appel à une mobilisation face au mariage gay ou bien à la théorie du genre dans les institutions. Donc, que cette dame, dont j'ai déjà oublié le nom, monte le cheval, Elisabeth, monte le cheval de la lutte de la présence de l'anglais dans le pays de cocagne dans lequel nous nous trouvons, d'autant plus que cette présence de la langue anglaise est là pour asservir toutes les populations, toutes les religions, toutes les philosophies qui se trouvent ici. C'est du mondialisme complet que la présence de l'anglais aujourd'hui dans un pays comme la France, et pas seulement en France, c'est pas cette petite phrase en arabe dans une banderole par hasard un jour du calendrier sur 10 ans qui va nous islamiser la France comme le prétendent les imbéciles de République laïque ou de je ne sais trop quoi, riposte machin là. Je voudrais ajouter que la critique est faite vis-à-vis d'une manifestation qui est organisée par la Manif pour tous. Or, effectivement, je pense que là, il y a eu une équivoque. C'est-à-dire que l'équivoque qui m'a sauté aux yeux depuis le début de la Manif pour tous, c'est que les organisateurs n'ont cessé de demander à des musulmans d'y participer en tant que musulmans, à des juifs d'y participer en tant que juifs, et en même temps, le langage était toujours que les catholiques, eux, ne devaient pas y participer en tant que catholiques. Et ça, effectivement, c'était regrettable. Est-ce que vous pensez que Brigitte Bardot, au congrès de l'UOIF, par contre, c'était dommageable aussi pour la Manif pour tous à cette époque-là? Alors, la question, à mon avis, n'est pas de prendre ou non la parole à l'UOIF, mais ce qu'on y dit. Tout est dans le langage que l'on tient. Brigitte Bardot, comme Ludovine de la Rochère aujourd'hui, ne tiennent pas un langage cohérent. En l'occurrence, on ne peut pas vouloir effectivement que des religions s'y expriment dans ce contexte de manif pour tous haut et fort, et en même temps refuser que ceux qui sont
le gros contingent des participants, c'est-à-dire les catholiques, eux, doivent taire leur catholicité. Et c'est toute la différence avec la convergence que nous avons, Farida et moi, c'est qu'en l'occurrence, personne n'abandonne sa couleur. Je ne vous le demande pas, bien au contraire. Et puisque vous parlez de l'UOIF, il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est quand même assez extraordinaire de voir effectivement à l'UOIF inviter Madame Frigide Barjot, dont le nom déjà devrait nous faire tomber à la renverse en tant que musulmans. C'est un nom de scène. C'est un nom de scène, mais en tant que musulmans, vous avez affaire là des représentants de l'islam en France, très sérieux, très canoniques, paraît-il. Ils ont reçu Frigide Barjot, qui aujourd'hui exprime clairement qu'elle est pour l'union civile des homosexuels, d'un homme avec un homme et d'une femme avec une femme, ce qui est totalement incompatible avec la France. On discutera peut-être un jour, Monsieur Escada et moi, de savoir si l'islam est incompatible avec la France, mais en tout cas l'homosexualité est complètement incompatible avec l'islam. Et le mariage gay encore plus, je dirais. Donc l'UOIF, ces canoniques de l'islam représentatif, reçoivent Madame Frigide Barjot dans leur cénacle devant les musulmans réunis à cette occasion, qui proposent le mariage civil des homosexuels, mais ne soutiennent pas le mouvement du journée de retrait de l'école et vont m'accuser d'être extrémiste moi-même et de faire convergence avec un autre extrémiste. Alors là, on est vraiment, comme l'a dit Albert Ali lors de la conférence de presse qui nous a réunis, on est vraiment en effet dans le cadre de la mère des batailles, je veux parler de la JRE, de la bataille du discernement. Cette bataille va effectivement nous montrer qui est qui roule pour qui. Et je pense que c'est l'une des choses les plus précieuses que porte ce mouvement actuellement, au-delà même de la question simplement de l'introduction de l'idéologie du genre à l'école, c'est qu'elle va enfin faire la discrimination du bon grain de l'ivraie. Revenons à cette conférence de presse, c'était quand même incroyable. Oui. Incroyable. Et magnifique, non ? Incroyable. Magnifique pour moi. Juger de si c'était magnifique ou pas, mais incroyable sur le papier. Inattendu et improbable. Et est-ce que ça peut continuer ? Il y avait, mais ça continue, figurez-vous que je suis en train... Absolument, eh bien, je vais vous donner un petit scoop. Vous voulez un scoop ? Oui, toujours moi. Écoutez, très bien, je comprends, c'est votre métier. C'est mon job. Eh bien, nous allons continuer cette convergence dans les quartiers et dans les quartiers populaires. Nous allons, dans le cadre des JRE, et nous avons travaillé beaucoup sur cette question hier, avant-hier, et nous allons le mettre en œuvre aux yeux du monde entier, d'éveiller de chrétiens et de musulmans ensemble, justement, pour converger encore, pas seulement dans les élites, puisque nous représentons quand même d'une certaine façon une élite, dans la mesure où nous sommes en tête d'un mouvement, mais je veux montrer que cette convergence, elle est souhaitée par le peuple. Et lorsque la démonstration sera faite, eh bien, je serais bien curieuse de voir ce que les élites adverses à nous auront à répondre face à la volonté du peuple de faire la paix, tout en respectant, comme on n'arrête pas de le dire, les spécificités de chacun. Oui, il y a des spécificités, figurez-vous qu'il y en a entre vous et moi, et on est en train de défendre, justement, lorsqu'on se bat contre la théorie du genre, les spécificités qui existent dans l'humanité. Nous sommes les premiers défenseurs, justement, de ces spécificités, de ces différences, tout en appelant tout de même à ce que celles-ci ne fondent pas la guerre civile et la guerre mondiale, tout simplement. Et la Civitas dans les quartiers civils, dans les quartiers populaires, pas dans les quartiers, dans les quartiers populaires. Mais ce ne serait pas la première fois que vous vous verriez tracter dans les quartiers populaires. Et Civitas a déjà été tracté. Et Civitas a déjà été tracté à Barbès, ce qui d'ailleurs avait été suivi par de grandes chaînes de télévision qui, comme par hasard, n'ont jamais diffusé les images compte tenu du fait que ça se passait très bien et que ça n'entrait absolument pas dans leur schéma de pensée. Mais je pense aussi qu'un autre exemple de cette convergence, dans les tout prochains jours, ce sera l'annonce de la prochaine date de journée de retrait des enfants des écoles, lorsque, effectivement, eh bien, et des familles catholiques et des familles musulmanes décideront le même jour de retirer leurs enfants des écoles publiques. Je pense que ça, ce sera effectivement une étape importante dans la convergence. Jusqu'à présent, les médias ont évidemment enfermé les JRE dans une mobilisation des familles musulmanes.
musulmane populaire. Et bien maintenant, cette convergence, elle doit se traduire par l'arrivée des familles catholiques qui, à leur tour, retireront à la même date, et peuvent être populaires, bien entendu. Et Dieu merci, les catholiques touchent l'ensemble des strates de la population. Et il faut à ce moment-là que, à la même date, une fois par mois, eh bien, nous touchions de la même façon le corps de l'adversaire. Et la prochaine date, c'est? Ah, c'est un secret, parce que figurez-vous que dans cette belle démocratie républicaine dans laquelle nous nous trouvons, des représailles sévères s'abattent sur les familles et leurs enfants qui ont participé à la JRE. Donc, en ce moment, je tiens à informer le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes déterminés à continuer. Nous avons un comité d'avocats gratuit qui est engagé corps et âme pour défendre les familles et les enfants qui seront l'objet de pression, d'intimidation et de, comment dirais-je, harcèlement, véritablement harcelé des enfants de 4 ans, 5 ans, à qui on est allé demander des comptes, ce qui est typiquement pervers. C'est-à-dire que quand on ne fait pas la différence générationnelle, c'est qu'on est un pervers. Et quand on voit des adultes s'adresser à un enfant de 4 ans, de 10 ans ou de 12 ans, comme s'il en avait 40, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond à l'éducation nationale. Que le ministre et la porte-parole sachent, et les chefs d'établissement sachent qu'aujourd'hui, nous sommes juridiquement prêts pour attaquer en justice, au tribunal administratif notamment, pour faire tous les recours qui s'imposeront si des enfants ou des parents fragiles sont encore abîmés dans des confrontations avec la hiérarchie de l'éducation nationale qui se passent selon des normes qui, comment dirais-je, déshonorent complètement l'institution. Alors j'ai essayé de mettre des coins dans cette convergence, je n'y suis pas arrivé d'ailleurs, hein, surprise, mais j'en ai quand même trouvé une sur le féminisme. Demain c'est la journée de la femme, c'est le samedi 8, et vous avez dit que le féminisme c'était une mauvaise réponse à une bonne question. La bonne réponse aurait été de travailler sur la complémentarité. Vous trouvez que le féminisme c'est une mauvaise réponse à une bonne question ? Alors, je n'aborderai pas la problématique sous cet angle, mais en tout cas, j'aurais effectivement la même insistance que Farida Belgoul à défendre la complémentarité des sexes, qui est la meilleure réponse à l'idéologie du genre. Et je pense qu'en soi, il y a des débats qui peuvent être justifiés sur la condition de la femme. Et lorsque je vois, par exemple, la question des mariages forcés, ou d'autres situations comme l'exploitation, la traite de femmes dans des réseaux de prostitution. Je pense qu'on peut légitimement se poser des questions sur la condition de la femme. Est-ce que cela entre dans le féminisme? Certainement pas dans le féminisme tel qu'il est aujourd'hui compris, conçu. Je pense que le féminisme, comme beaucoup de mots en isme, sont d'emblée déjà pervertis par une idéologie qui souvent est subversive. Vous avez été dans les mouvements féministes? Ben, figurez-vous que je suis née le 8 mars, vous rendez-vous compte? Il ne peut pas y avoir plus féministe que moi. Dès la naissance, je suis née dans cette journée qu'on appelle la Journée internationale de la femme. Ça doit expliquer un certain nombre de choses. Donc, je ne peux pas être contre une conception du féminisme qui est la restauration d'une identité de vraie femme. Et dans ce féminisme tel que je le conçois, à l'âge que j'ai atteint aujourd'hui, j'y vois qu'on doit impérativement y défendre la mère. Je ne pense pas aujourd'hui qu'une femme, sauf accidentellement, parce que la nature fait ce qu'elle veut quand elle le veut, mais je ne pense pas qu'une femme puisse réellement s'être réalisée pleinement si elle n'a pas été mère. Donc, pour moi, le féminisme, c'est vraiment être une maman, et une maman fidèle à ses enfants. Je voudrais dire que toutes les mamans aujourd'hui qui s'interrogent sur la question de savoir s'il faut défendre ou non leurs enfants de cette idéologie, eh bien, de manière un peu dure, je vais leur dire que si elles ne le font pas, elles trahissent leurs enfants et leur mission de mère. Il me paraît extrêmement important aujourd'hui d'être féministe d'une manière qui sauve l'humanité. Parce que si être féministe, ça veut dire détruire l'humanité, alors je ne peux pas du tout m'associer à ce type d'idéologie. Si en revanche être féministe signifie que nous reconnaissons le rôle fondamental de la mère, et à partir de là, les droits qui vont avec cette posture, cette position, cette mission de mère, qui doit être respectée par le mari, le père. Moi je crois qu'un bon père n'est pas un mauvais mari. Je crois qu'on peut se retrouver justement en tant qu'homme et femme
pour construire de bons foyers dès lors que nous prenions en charge réellement les missions premières qui sont les nôtres en tant qu'hommes et femmes, c'est d'être un bon père, effectivement, et une bonne mère. Écoutez, vous voyez, nous pouvons de nouveau converger dans une dénonciation d'un mot qui, aujourd'hui, ne signifie absolument pas ce que Farida Belgoul en donne comme contenu. Nous sommes aux antipodes de la version féministe des Femmes. Nous sommes aux antipodes de la version du féminisme lesbien qui a servi à promouvoir l'idéologie du genre avec des gens comme Judith Butler ou comme Caroline Fourest. Merci beaucoup. On va accueillir dans quelques instants Anne-Laure Blanc. J'indique à nos téléspectateurs qu'Anna Escada a publié un ouvrage qui s'appelle « Théorie du genre, l'idéologie qui voulait détruire la création ». Excellent ouvrage que je recommande vivement. C'est la convergence. Non, mais je dis vraiment ce que je pense. Hein. Ne croyez pas que je sois en train de porter un masque ou jouer un rôle. Je prends à vous connaître et je vous donne acte de cela. Voilà, c'est gentil. J'ai vraiment trouvé dans ce livre tout ce qu'il faut savoir pour défendre ses gosses. C'est aux éditions Civitas. Et puis alors, vous avez un ouvrage, mais il n'est pas là parce qu'il est en impression. C'est cela. C'est un ouvrage que j'ai écrit et qui est destiné aux enfants, justement, puisqu'il y a une littérature jeunesse aujourd'hui qui veut les conduire à la dégénérescence, à la transgenration. Je ne sais même plus comment il faut parler dans cette langue épouvantable que les lobbies LGBT veulent nous imposer. Moi, j'ai écrit un ouvrage dessiné par Hugo, le dessinateur, qui s'appelle « Papa porte un pantalon et maman porte une robe ». Vous voyez, moi, je veux, comme je l'ai dit au Forum politique chrétien, très audacieux. À l'heure qu'il est, aujourd'hui, c'est très audacieux. Je veux nourrir les stéréotypes qui sauveront l'humanité. Voilà. J'ai cité aussi Alain de Benoît, Non à la théorie du genre aux éditions Mordicus, et puis aussi l'ouvrage d'Elisabeth Lalessard qui est Marianne, pas de voile pour Marianne, et qui avait été présenté par un témoignage d'Elisabeth Lalessard sur TV Liberté. On se retrouve dans un instant avec Anne-Laure Blanc. Poursuivons notre débat et je reçois Anne-Laure Blanc qui est écrivain spécialiste de la littérature jeunesse. Elle est responsable du blog chouetteunlivre.fr et elle a publié un recueil des 500 meilleurs titres pour une bibliothèque jeune idéale. Et je vous invite bien évidemment à vous procurer cet ouvrage. Anne-Laure Blanc, vous êtes avec nous, vous avez entendu l'entretien qui s'est déroulé il y a quelques instants. Moi, la question que je me pose, c'est que dans les écoles, les enfants vont entendre parler de la théorie du genre. Alors, ils vont en entendre parler, c'est sûr, dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, je pense que quand même certains enseignants, maintenant, vu la pression des parents, prendront peut-être quelques pincettes ou éviteront le sujet. Dans les écoles totalement hors contrat, je suis sûr qu'ils le feront. Pour en revenir aux écoles publiques, je pense qu'en effet, ils vont forcément entendre ici ou là parler de cette théorie du genre. Mais je pense que les parents ont une action très importante à mener, très très importante, parce que ce sont eux les éducateurs de leurs enfants, les premiers responsables de leurs enfants. Et comment procède-t-on concrètement? Est-ce qu'on va en confrontation avec les enseignants? S'ils prônent la théorie du genre, est-ce que les enfants doivent rentrer en conflit? Alors moi je pense qu'il vaut mieux anticiper déjà. Il vaut mieux anticiper, rencontrer les enseignants, les aider à monter la bibliothèque de classe, s'occuper un petit peu de l'association qui va programmer les spectacles. Parce que tout n'est pas fait en cachette des parents, Dieu merci. Donc on peut déjà au niveau scolaire simplement voir un petit peu comment ça va se passer dans l'école ou dans la classe, même des tout petits, surtout je dirais des tout petits. On peut aussi à la maison expliquer aux enfants qu'il y a de très belles choses dans le monde, qu'on peut leur montrer de très belles images, leur montrer des belles statues, leur montrer des beaux livres, leur expliquer ce que c'est qu'une famille unie, dans laquelle c'est l'amour qui comptera le plus, l'amour, la tendresse, l'affection, tous ces beaux sentiments. Et que le reste, malgré tout, quand ils auront vu une belle maternité ou une belle Marie avec l'enfant Jésus dans les bras, je pense que la maîtresse toute nue, ça les intéressera absolument plus. D'autant plus aussi, il y a un petit détail, c'est que les enfants préfèrent les animaux habillés aux adultes à poil, et que donc on va appeler à la rescousse évidemment les familles de babards, les petits lapins, les souris, les nounours, et leur montrer d'avance, les construire autour d'une idée d'une famille unie, d'une famille dans laquelle on s'aime, une famille dans laquelle on se respecte. Donc, principe de précaution, tout à fait. On rencontre le professeur, oui. Principe de
d'anticipation. Tout à fait. On prépare le terrain. Et est-ce qu'il y a des supports, des livres que l'on peut déjà proposer aux parents pour leurs enfants et qui leur permettent d'avancer sur une vision, disons, traditionnelle de la famille? Alors écoutez, les maisons d'édition catholiques proposent plusieurs ouvrages concernant justement, disons, l'initiation à tout ce qui tourne autour de l'amour, hein, et pas forcément de la sexualité justement, mais de l'amour, notamment des livres d'Ignès Pélissier du Rosas, S'il te plaît maman, parle-moi d'amour, c'est aux éditions Saint-Paul. Et donc ça aux éditions Saint-Paul, qui est spécialisé Inès pour les jeunes Pélissier du filles. Rosas. Voilà, les jeunes filles de 9 à 13 ans, il y a une version plus élaborée, plus complète pour les enfants en famille. Christian Flavini, qui a signé une belle chronique récemment dans Le Monde, qui est un pédopsychiatre, dit « Je veux papa et maman ». Il s'élève contre le fait qu'on peut séparer, avoir 2 papas, 3 mamans, etc. Pour lui, c'est un papa et une maman. Au niveau du symbole, c'est très, très important. Donc Christian Flavini, qui est un pédopsychiatre de renom, tout à fait, qui a beaucoup travaillé et sur ce rejet de l'idéologie du genre, considéré pour lui comme étant dangereux pour la formation, la construction de l'enfant. Voilà, tout à fait. Donc là, je pense que ce sont des lectures pour les parents, ce ne sont pas des lectures qu'on va partager avec les enfants. Oui, alors les enfants, est-ce qu'il y a un petit livre, moi pas à poil, papa s'habille en garçon et maman s'habille en fille? Non, mais vous avez tous les ans 9000 titres jeunesse qui sortent, donc je pense que 9000 titres jeunesse qui sortent tous les ans en France. Et votre blog chouetteunlivre.fr voit les 9000? Non, j'en cite 4 par semaine. 4 par semaine? Tous positifs. Ah oui. Tous faciles, agréables à lire, tous ou instructifs ou délassants, quelquefois souvent drôles, hein, ce ne sont pas des livres de classe, ce ne sont pas des livres scolaires, c'est une approche très générale de la littérature enfantine, mais toujours dans un sens positif. Et je pense que l'important, c'est justement d'arriver à regrouper les bonnes pratiques, que les familles se regroupent pour trouver les bons titres de livres. Les lire toujours avant, c'est très important. Ne laissez pas vos enfants lire un livre que vous n'avez pas lu auparavant. Pour les tout-petits, c'est facile. On peut de toute façon inventer autre chose que le texte, au cas où. Et pour les plus grands, lisez-les, ça va souvent assez vite, c'est toujours très plaisant. Et faites attention aux livres qu'ils vont emprunter à la bibliothèque. Un enfant a le droit et le devoir de ne pas aimer tous les livres. Si un livre ne lui plaît pas, il doit savoir argumenter, expliquer pourquoi il ne l'a pas aimé. Ne serait-ce que parce que les dessins ne lui plaisent pas. Les illustrations peuvent être très laides. Donc cherchez des beaux livres, des livres vrais, des livres simples, des livres écrits en bon français. Est-ce qu'on a un peu cette tentation, on a eu vous et moi des enfants, et on a cette tentation de reprendre les bons vieux Sylvain et Sylvette, si j'ose dire, dont on est sûr qu'il n'y aura pas de bobo, plutôt que le livre qui vient de sortir, dont on est toujours un tout petit peu inquiet. Est-ce qu'il faut faire ça? Pas forcément. Est-ce que c'est la facilité? Pas forcément, parce qu'il y a eu une sédimentation. C'est la facilité, c'est ça que vous me dites? Non, il y a une sédimentation, c'est-à-dire les livres qui nous ont plu ne plaisent pas forcément à nos enfants, ça c'est sûr. Les très classiques, bon, je citais les Babar tout à l'heure, ça dépassera de toute façon les générations. Bon, Sylvain et Sylvette, Benjamin Rabier, j'en suis moins sûre. Il y a des livres d'enfants pour adultes maintenant, c'est-à-dire pour cultiver la nostalgie. On peut trouver, il y a de très très beaux livres. Récemment vient de sortir, c'est Émilie Vast, vient de sortir un petit livre En t'attendant, qui est un petit bijou où la maman attend. On ne dit pas que la maman attend son bébé. Elle a vu la chrysalide devenir papillon, elle a vu le tétard devenir grenouille, et à la fin, elle dit, voilà, maintenant tu es né, je vais te montrer tout ce que le monde a de beau autour de nous. C'est ravissant, c'est sorti, je crois, chez Mémo Édition, et il n'y a aucun problème, ce livre peut être lu par tout le monde. Donc vous voyez, moi je suis assez optimiste. Non, je suis assez optimiste. Par contre, si vous n'avez pas le temps de choisir, fiez-vous à d'autres personnes qui choisissent aussi, qui vous aident. C'est mon livre, 1, 2, 3, mon livre. Il y a plusieurs blogs de lecteurs bienveillants qui peuvent aider les parents à choisir. Merci beaucoup. Et donc, chouetteunlivre.fr, c'est la possibilité d'aller tout de suite vérifier. Il y a 1 millier de bons titres à lire et à découvrir, et c'est cela que vous devez utiliser en priorité. Merci beaucoup, Anne-Laure Blanc. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Donc, c'est de 3 ans à 15 ans, à peu près. Parfait. Merci. Merci.